Oui, effectivement, on va parler d'un personnage célèbre de cette période, tristement célèbre pour nous, qui est le maréchal de Grouchy. Le maréchal Grouchy. Mhm. Pour nous, il est associé à la défaite de Waterloo, défaite qui serait de sa faute. Mhm. Et je vais essayer voilà, de démontrer, démontrer, c'est un petit peu prétentieux, de montrer que c'est pas ça, c'est pas forcément sa Défendre, faute et quoi. que voilà, c'est plutôt une reconstruction postérieure et que ça a été un peu le grand perdant de la mémoire. Le seul avec Marmont et Augereau à ne pas avoir son nom sur l'un des boulevards des maréchaux qui relient les portes de Paris. Et pourtant, son déshonneur n'apparaît pas tout de suite, puisque Napoléon, dans son compte-rendu du 21 juin, ne l'accuse pas. Il évoque un corps prussien qui paraissait avoir échappé au maréchal Grouchy, en ajoutant que ce même maréchal, ayant appris le mouvement du corps prussien, marchait sur le derrière de ce corps, ce qui nous assurait un succès éclatant pour la journée du lendemain. Ce qui prouve au passage d'ailleurs qu'il ne l'attendait pas à le voir arriver le lendemain. Puis, à Sainte-Hélène, il y a un retournement de situation. Lors de l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène, un an après, pour l'anniversaire de Waterloo, le 18 juin 1816, il déclare au mémorialiste Las Cases journée incompréhensible, concours de fatalité inouïe, Grouchy, Ney, d'Erlon, y a-t-il eu trahison? Et dès lors, le soupçon est lancé. En 1818, c'est le général Gourgeot, Gourgeot, c'est le premier officier d'ordonnance de Napoléon, qui est revenu de Sainte-Hélène et qui publie la campagne de 1815, qui est un livre dicté par Napoléon. Puis c'est au tour du médecin anglais de l'empereur, O'Meara, qui écrit à propos de la lenteur de la poursuite, je cite, « L'ennemi gagna ainsi 24 heures sur lui. Cette funeste irrésolution est la cause principale des désastres du 18 et de la perte de la France. » Une mesure, on pourra apprécier toute la mesure de cette phrase. Une mesure qui transpire aussi donc dans cette phrase toujours du médecin O'Meara. Le maréchal Grouchy a trouvé le secret qui paraissait introuvable de naître dans la journée du 18, la journée du 17, la nuit du 17 au 18 et la matinée du 18, ni sur le champ de bataille de Mont-Saint-Jean, ni sur Vavre. La conduite du maréchal Grouchy, qui s'était distingué si souvent depuis 20 ans à la tête de la cavalerie, était aussi imprévoyable que si, sur sa route, son armée eût éprouvé un tremblement de terre qui l'eût englouti. Il l'écorche vif, là, très clairement. On a souvent décrié un commandement trop gros, parce qu'à Waterloo, il commande un détachement d'armée, donc c'est-à-dire 2 corps d'infanterie et 2 corps de cavalerie, pour un maréchal trop fraîchement promu, qu'il a été promu 2 mois auparavant, le 18 avril, en récompense de la dispersion de bandes royalistes dans la vallée du Rhône menée par le duc d'Angoulême. Ce serait une nomination politique, car sur les 20 maréchaux d'Empire, il n'y en avait plus beaucoup de disponibles pour Napoléon. Il ne restait plus que Davout, Suchet, Masséna, Mortier, Brune, Jourdan qui commençait à sucrer les fraises, et le maréchal Ney. Donc le choix était relativement limité. Néanmoins, il avait déjà été pressenti par le maréchalat en 1814, mais en 1814, il y a ce qu'on appelle la campagne de France, qui s'est soldée par une défaite, et le temps a manqué. Et pourtant, ses états de service sont tout à fait élogieux. Il est né en 1766 dans une famille de l'aristocratie normande, c'est le comte de Grouchy. Il s'engage comme officier de cavalerie en 1781 dans l'armée royale, général dans l'armée révolutionnaire en 1892. Il défend Nantes face aux Vendéens sous les ordres de Hoche, dont il est l'adjoint pour l'expédition en Irlande. Il est blessé à Eylau, Friedland, où il mène une charge décisive, à Wagram, à la Moskova, à Vauchamp, lors de la campagne de France en 1814, où il mène encore une charge de cavalerie. Pendant la retraite de Russie, Napoléon lui confiera même l'escadron sacré. C'est un escadron qui regroupe les officiers généraux et qui est chargé de protéger l'empereur. Pendant les campagnes de 1812-1813, il commande un corps de cavalerie de réserve. Donc c'est pas un officier qui sort de nulle part et dont la nomination ne serait que purement politique. Il a quand même de l'expérience au commandement de troupes.
Au retour de Louis XVIII en 1814, il sera rayé des cadres et exilé sur ses terres, parce que les royalistes ne pardonnent pas l'engagement de sa famille pour la Révolution dès 1789. Ils le considèrent comme un traître à sa caste. C'est un ami de Condorcet et de Lafayette. Mais par l'entremise de ses amis libéraux, comme Guizot par exemple, on lui rend sa place comme lieutenant général des armées du roi et une décoration à la croix de Saint-Louis. Et lorsque Napoléon débarque le 1er juin 1815, il va demander un commandement à Louis XVIII qui les conduit. Et alors que Napoléon est à Paris le 20 juin, l'empereur le convoque dès le 21. Il est nommé alors à la tête de la réserve de cavalerie de l'armée du Nord, puis même commandant de l'aile droite de l'armée. La gauche est confiée au maréchal Ney. Il a sous ses ordres 2 corps d'infanterie et 3 corps de cavalerie, avec des ordres très clairs. J'ai adopté pour principe général pendant cette campagne de diviser mon armée en 2 ailes et une réserve. La garde formera la réserve et je me porterai sur l'une ou l'autre, sous-entendu aile, selon les circonstances. Et ces circonstances se présentent bien vite. Les Prussiens se massent autour du village de Ligny. Napoléon le rejoint, assez content de voir Blücher faire front. Blücher, c'est le général commandant les Prussiens lors de la campagne de 1815. Donc content de voir Blücher faire front, car il s'attendait à le voir retraiter sur Liège, et il confie à Grouchy un peu d'infanterie et 2 corps de cavalerie pour faire écran sur la droite. Napoléon enfonce le centre prussien et remporte la victoire. Mais il ne peut pas faire de poursuite, car la nuit arrive et ses troupes sont épuisées. Il bivouaque donc sur place, sauf la cavalerie du général Pajol, qui est envoyée à faire une poursuite, mais un peu pas une poursuite de grand style, style 1805-1806, parce qu'il n'a pas suffisamment de troupes. Le général Pajol va capturer des fuyards et des canons sur la route de Namur et envoie des rapports qui vont conforter Napoléon dans l'idée que Blücher est en déroute. Donc, Napoléon n'ordonne pas de reconnaissance dans d'autres directions. Napoléon décide que la journée d'aujourd'hui est nécessaire pour recompléter les munitions, rassembler les militaires isolés et faire rentrer les détachements. Ça veut dire en faire rallier les régiments, le réapprovisionnement en munitions, l'évacuation des blessés, faire la soupe. On marche avec un estomac plein. Et il ne donne pas encore ses ordres à Grouchy le 17, car il attend des nouvelles des mouvements de ses adversaires, ce qui est un peu la base quand même, il va pas décider n'importe quoi. Vers 10h, donc on est toujours le 17 juin, vers 10h les nouvelles tombent, Wellington est toujours aux prises avec Ney aux 4 bras, alors que les rapports de Pajol indiquent toujours un Blücher en retraite vers l'est. Conformément à ces directives, Napoléon décide alors de se porter avec la réserve à gauche et donne ses ordres à Grouchy, d'abord de vive voix, puis confirmé par écrit à 11h30. Donc ces ordres par écrit sont: rendez-vous à... Alors, je sais pas comment ça se prononce, Gamblou. Rendez-vous à Gamblou avec... Là, suit toute l'énumération des corps sous le commandement de Grouchy. Vous vous ferez éclairer sur la direction de Namur et de Maastricht et vous poursuivrez l'ennemi. Éclairez sa marche et instruisez-moi de ses mouvements. Il est important de pénétrer ce que l'ennemi veut faire, où il se sépare des Anglais, où ils veulent se réunir encore pour couvrir Bruxelles et Liège en tentant le sort d'une nouvelle bataille. C'est un ordre assez clair, très limpide, à ceci près que les Prussiens ne vont pas vers l'est mais vers le nord, dans la direction de Wavre. Ils ont marché une partie de la nuit et ont ainsi 12 heures d'avance. Mais bon, ça, les Français ne le savaient pas encore. On n'est pas encore omniscients. Et là, déjà, rien que sur cette version, les ennuis vont commencer, car Napoléon, à travers son médecin anglais O'Meara, dans ses mémoires, ne donne pas la même version. Il dit qu'il a donné l'ordre de poursuivre l'armée prussienne l'épée dans les reins, afin de l'empêcher de se rallier. Il ajoute même avoir donné l'ordre positif de se tenir toujours entre la chaussée de Charleroi à Bruxelles et le maréchal Blücher, afin d'être constamment en communication et en mesure de se réunir sur l'armée, car il était probable que le maréchal Blücher se retirerait sur Wavre. Il fallait qu'il, Grouchy, y fût en même temps que lui. Ce qui, pourtant, l'ordre écrit est bien daté de 11h30, et il n'est pas question de Wavre, de poursuivre les Prussiens vers Namur et Maastricht. Deuxième ennui, deuxième problème qui va se poser, beaucoup d'historiens vont critiquer le temps qu'il a mis pour faire les 11 km qui séparent
qui sépare Ligny de Gambloux, il a mis 7 heures. Son infanterie arrive entre 6 et 9 heures du soir, sauf que ce sont ce que je pourrais appeler des considérations de stratèges de salon, c'est-à-dire des gens qui manient les drapeaux sur une carte en pensant que les unités bougent aussi vite, que quand tu bouges un drapeau, le premier et le dernier homme de la colonne bougent d'un seul corps, quoi. Sauf que ça fonctionne pas comme ça. Le premier homme qui part et qui arrive sur place, alors que le dernier homme n'est peut-être toujours pas parti de sa destination. Une colonne s'étire sur des kilomètres. Son l'infanterie de Grouchy n'était pas prête à partir dès 11h30. Les détachements étaient encore au dépôt de munitions, ils ne sont pas encore revenus, les blessés sont en cours d'évacuation. Le grand Clausewitz lui-même dit que ceux qui critiquent ces délais semblent ignorer qu'on ne fait pas marcher une troupe, qu'on ne fait pas marcher comme une troupe fraîche, une troupe qui a combattu la moitié de la journée, moitié de la journée de la veille et la moitié de la nuit. De plus, un orage a transformé les chemins en véritables fondrières, ce qui empêche tout mouvement rapide. Et Grouchy, comme en tant que général maréchal avisé, devait attendre des rapports de ses éclaireurs avant de s'avancer. On ne s'avance pas à l'aveuglette. Le général Excelman, qui commande sa cavalerie, lui apporte ses rapports au cours de l'après-midi et signale que les colonnes prussiennes sont passées par Gambloux et semblent se masser au nord de la ville. On semble indiquer d'ailleurs souvent en contre-exemple Napoléon, qui arrive à la Belle Alliance le soir même, parcourant 30 km sous une pluie battante et en livrant plusieurs combats. Mais cette affirmation est trompeuse. En effet, c'est certes Napoléon qui arrive à la Belle Alliance, mais pas Napoléon et toute son armée. C'est Napoléon et une poignée de cavalerie. Son infanterie est encore derrière, elle le rejoindra qu'au cours de la nuit, et même durant le lendemain matin. Donc, même, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. La cavalerie de Grouchy, donc dirigée par le général Excelman, qui était devant Gambloux dès 9h du matin, mais elle n'était pas encore sous les ordres de Grouchy. Donc Excelman ne l'informa pas des mouvements prussiens. Et donc c'est pour ça explique que ce n'est que dans l'après-midi que Excelman reçoit sa nouvelle affectation et informe Grouchy de ce mouvement prussien. Ce n'est que vers le soir, par les infos récupérées chez l'habitant et par la cavalerie, que le brouillard de guerre se déchire petit à petit. Grouchy écrit à 22h un rapport à l'empereur dans lequel il indique « Il paraît, d'après tous les rapports, que les Prussiens se sont divisés en 2 colonnes. L'une a dû prendre la route de Wavre, par Sars-les-Valins. L'autre colonne paraît s'être dirigée sur Perwez. C'est sur la route de Louvain. On peut peut-être en inférer qu'une portion va rejoindre Wellington et que le centre, qui est l'armée de Blücher, se retire sur Liège. Une autre colonne ayant fait son mouvement de retraite par Namur. Le général Excelman a ordre de pousser 6 escadrons sur Sars-les-Valins et 3 escadrons sur Perwez. D'après leur rapport, si la masse des Prussiens se retire sur Wavre, je les suivrai dans cette direction afin qu'ils ne puissent gagner Bruxelles et pour les séparer de Wellington. Si au contraire mes renseignements prouvent que la principale force prussienne a marché sur Perwez, je me dirigerai par cette ville à la poursuite de l'ennemi. Cette lettre donc arrive au QG de Napoléon à 2h du matin, le 18 juin. Dès lors, il sait que les Prussiens se sont rapprochés de lui. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il va envoyer Marbeau et son 7e hussard battre la campagne entre Lannes et la Dyle pour observer les mouvements du corps prussien marchant sur Wavre. Durant ce temps-là, durant la matinée du 18 juin, les rapports lèvent tout doute. C'est toute l'armée prussienne qui marche sur Wavre. Grouchy donne ses ordres vers 22h pour un départ échelonné entre 6 et 8h le lendemain matin, et il n'oublie pas d'en informer l'empereur par un courrier qui arrive à Napoléon à 10h30. Tous mes rapports et renseignements confirment que l'ennemi se retire sur Bruxelles pour s'y concentrer ou livrer bataille après s'être réuni à Wellington. Et que ces officiers, les officiers prussiens donc, se sont vantés de surprendre l'aile droite des Français à Mont-Saint-Jean. Napoléon, encore une fois, est informé, dès lors il sait que les Prussiens sont sur sa droite et qu'ils vont potentiellement débarquer pendant la journée du 18 juin. L'image d'un Napoléon qui découvre à la lunette les Prussiens complètement par surprise commence à s'effriter sérieusement.
Mais Napoléon réplique, encore une fois, dans ses mémoires, que Soult, donc qui remplace Berthier comme chef d'état-major, avait envoyé un message à 10h du soir, le 17 juin, lui ordonnant de détacher un corps de 7000 hommes et de 16 canons pour appuyer sa droite à Mont-Saint-Jean, puis tout son corps si jamais Blücher n'était pas devant lui. Sauf que cet ordre n'existe pas. Clausewitz, puis d'autres après lui, l'ont démontré, il ne figure sur aucun registre d'état-major. En revanche, on a un message de Soult reçu à 16h, envoyé à 10h du matin le 18 juin, qui lui figure aux archives et qui est envoyé comme réponse au message de Grouchy de la veille, dans lequel il dit « Voilà, l'empereur me charge de vous prévenir qu'en ce moment sa majesté va faire attaquer l'armée anglaise. Ainsi, sa majesté désire que vous dirigiez vos mouvements sur Wavre afin de vous rapprocher de nous, vous mettre en rapport d'opération et lier les communications, poussant devant vous les corps de l'armée prussienne qui ont pris cette direction. L'empereur désire avoir très souvent de vos nouvelles. » Dans cet ordre, qui lui, on sait qu'il existe, il n'y a aucune allusion au pseudo-ordre du 17 juin à 10h du soir, et c'est même une confirmation a posteriori des ordres que Grouchy a donnés la veille. Et on va en venir à cette fameuse affaire des fraises, utilisée pour discréditer Grouchy encore plus. Donc effectivement, lors de sa marche sur Wavre, il s'arrête à 11h30 chez un notable à Sarre-et-Valin qui lui offre un bol de fraises. Bon, c'était la saison en Belgique. Alors qu'il mange tranquillement ses fraises, le général Gérard, qui commande le 4e corps d'armée sous les ordres de Grouchy, vient alors chercher le maréchal pour lui faire écouter le canon de Waterloo qui tonne au loin. Il s'exclame devant tout un parterre d'officiers « Monsieur le maréchal, il est de votre devoir de marcher au canon », ce à quoi Grouchy répond quasiment du tac au tac « Mon devoir est d'exécuter les ordres de l'empereur qui me prescrivent de suivre les Prussiens ». L'argument sous-jacent, c'est que, outre que Grouchy aurait paressé à manger un bol de fraises, qu'il aurait dû marcher au canon, désobéir aux ordres et faire preuve d'initiative. Et à ça, on oppose à Marengo, le général Dessay n'a pas hésité à marcher au canon lorsque Napoléon était en difficulté. Ce qui est un argument tout à fait inexact, tout à fait trompeur. En entendant le canon tonner dans la plaine de Marengo, Dessay s'est effectivement arrêté sur la route de Novi. Mais il hésite à revenir sur ses pas, parce que ses ordres n'étaient pas d'aller aider Napoléon. Il faut que ce soit l'aide de camp de Bonaparte qui arrive sur les lieux afin de lui remettre le message de Napoléon suivant. « Je croyais attaquer l'ennemi, il m'a prévenu. Revenez au nom de Dieu si vous pouvez encore. » Aussitôt, Dessay donne l'ordre à la division du général Boudet de revenir en arrière. Et grâce à de bonnes routes, Dessay va mettre 3 heures pour revenir et sauver la situation. Cette hésitation de Dessay nous démontre que dans l'armée napoléonienne, il n'y a pas de place à l'improvisation, ni encore moins à l'initiative. Napoléon est la tête, et les muscles doivent obéir aux ordres. Et devant l'insistance toujours du général Gérard d'aller seul avec son corps d'armée à Mont-Saint-Jean, il refuse de diviser ses forces, ce qui est sage, parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend devant lui, il ne sait pas quelle force prussienne l'attend devant lui. Et surtout, il a besoin de toutes ses forces afin d'aller prendre Wavre. De toute façon, Clausewitz et d'autres après lui l'ont aussi démontré, le temps d'arriver à Lannes, qui est juste à côté de Waterloo. Il serait arrivé bien après la bataille, parce qu'il doit encore parvenir jusqu'à la rive de la Dyle, la traverser, remonter ses berges et prendre les mauvais chemins dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc il ne serait pas arrivé à temps quoi qu'il fasse. Le général Bülow, qui est le général prussien, lui, avec moitié moins de troupes que Grouchy, avait mis 8 heures. Donc c'était physiquement impossible pour Grouchy d'y arriver. Dans les meilleures conditions, il serait arrivé vers 19h, donc juste à temps pour être entraîné dans la déroute, qui ne sert pas à grand chose, faut être honnête. Dans son livre Waterloo, la fin d'un monde, le commandant Lachouk remet les choses en perspective. Il rappelle que la distance entre Valin et Mont-Saint-Jean est de 28 km. De plus, pour couvrir les 15 km qui séparent Wavre de Chapelle-Saint-Lambert, qui se situe à l'extrême gauche de l'armée de Napoléon, il faut rappeler que le corps de Bülow a mis plus de 8 heures, donc ce que je viens de dire.
Dans ses mémoires, le général Pajol rappelle que les chemins de traverse étaient très mauvais pour l'infanterie, presque impraticables pour l'artillerie à cause de leur âge. Donc, même en ne mangeant pas les fraises du notable de Valin, comment Grouchy aurait-il pu faire passer 33 000 hommes à travers champs avec son artillerie, ses questions de munitions en moins de 5 heures? Si impossible n'est pas français, l'impossibilité s'applique dans ce cas de figure. Et de toute façon, pour Grouchy, la question ne s'oppose pas. La dépêche de Soult de 16 heures le conforte sur sa marche sur Vavre, il le confirme. Il reçoit un autre ordre de Soult, reçu entre 17 et 18 heures, une à 2 heures plus tard, de prendre en flagrant délit les Prussiens qui approchent de l'aile droite française. Cependant, l'empereur m'a ordonné de vous dire que vous devez toujours manœuvrer dans notre direction pour être toujours en mesure de tomber sur quelques troupes ennemies qui chercheraient à inquiéter notre droite et à les écraser. En ce moment, la bataille est gagnée sur la ligne de Waterloo. Le centre ennemi est à Mont-Saint-Jean, ainsi manœuvré pour joindre notre droite. PS, une lettre qui vient d'être interceptée porte que le général Bülow doit attaquer notre flanc. Nous croyons apercevoir ce corps sur les hauteurs de Saint-Lambert, ainsi ne perdez pas un instant pour vous rapprocher de nous et nous joindre, et pour écraser Bülow que vous prendrez en flagrant délit. Effectivement, l'ordre là est clair. Il dit de marcher sur l'aile droite de Napoléon afin de joindre les deux armées. Mais cet ordre arrive 1 à 2 heures après la confirmation d'aller sur Vavre. Et pendant ce temps-là, Grouchy a engagé les forces prussiennes sur Vavre. Donc comment ce serait possible pour Grouchy, en pleine attaque sur Vavre, aux prises avec un corps prussien retranché de l'autre côté de la Dyle, de le battre, puis de marcher jusqu'à Lannes et faire sa jonction avec Napoléon? Ce serait bien trop demandé à ses troupes. Il ne pourrait pas sauver quoi que ce soit, même dans les meilleures conditions. En fait, cet ordre, il est plutôt à comprendre dans la stratégie que Napoléon met en place pour le lendemain, puisque à 13h, Napoléon pense avoir gagné la bataille, et pense déjà à l'écrasement de Bülow le lendemain, avec cette manœuvre, comme il l'évoque d'ailleurs dans le compte-rendu officiel que nous avons vu au début de cette chronique, où clairement il indique que les manœuvres de Grouchy sont là pour écraser les forces de von Bülow le lendemain. Et pourtant, les historiens, notamment Henri Housseil, citent une autre version de cet ordre, où ce n'est pas le mot gagné, mais engagé qui est utilisé, et que Grouchy l'aurait faussé pour atténuer sa responsabilité. Henri Housseil affirme avoir lu l'original. Ce qui est quand même une histoire assez extraordinaire, puisque ça aurait été c'est un ordre original qui réapparaît comme par hasard dans les papiers du neveu de la seconde femme de Grouchy, 50 ans après la mort de Grouchy. Ouais. Donc ça paraît comme une histoire assez extraordinaire. Alors que 150 ans après sa mort, un autre historien, Pascal Cyr, affirme avoir lu Gagné sur une copie effectuée pour le dépôt de la guerre en 1864, le copiste qui est un certain commandant Ducasse, ayant même souligné le mot Gagné. Le mot Gagné est probablement, c'est sûr, n'ayant pas l'original sous les yeux, enfin, l'original ayant disparu, on ne l'a pas, donc on ne sera jamais sûr, mais c'est probablement quand même le mot Gagné qui est utilisé. Les officiers de Grouchy, en recevant d'ailleurs cet ordre, s'étant exclamé « L'empereur n'a jamais été aussi grand », puis ressenti un immense désespoir quand à 10h30 le lendemain, donc le 19, la nouvelle de la défaite leur parvienne. Grouchy, donc, le 19, avec la défaite, réussit à replier son corps d'armée, qui devient dès lors la seule armée constituée que possède encore la France. On connaît la suite, capitulation de Napoléon, capitulation de Paris, et après cette capitulation, personne ne lui fait de reproches. Lorsque Gourgaud
donc l'officier d'ordonnance de Napoléon qu'on a vu au début, sort son livre. Grouchy publie à son tour en 1818 sa version des faits, dans Observations sur la relation de la campagne de 1815, publié par le général Gourgeot. Son petit-fils publiera ses mémoires en 1873-1874, post-mortem donc. Mais dès lors, comment lutter contre le martyre de Sainte-Hélène? De ses mémorialistes directs, Gourgeot, O'Meara, Las Cases, les romantiques tels que Byron, Chateaubriand, les plus grands romanciers comme Victor Hugo, Alexandre Dumas, et contre les historiens entre guillemets patriotes comme Thiers, Quinet, qui, après la défaite notamment du 70, ont besoin d'une figure à opposer aux Prussiens dans cet esprit de revanche. Au final, la vérité, c'est que la vérité, encore une fois un peu prétentieux. Disons que c'est quand même assez très probable, qui est quasiment indiscutable, c'est que Napoléon pouvait soupçonner dès le soir du 17 que les Prussiens allaient arriver par les informations que Grouchy lui transmet. Il en avait la certitude à l'aube du 18 et la preuve dès 10h30. Il pouvait encore, et même aurait dû, changer de plan. Selon le même Gourgeot, il aurait même envisagé un moment un changement de base d'opération par la route de Nivelles, de façon à ne plus présenter son flanc aux Prussiens et attaquer la droite de Wellington. Et c'est aussi ce que conclut Clausewitz, qui écrit « L'attaque sur l'aile gauche et dans le flanc gauche était la moins faisable. Celle sur le centre était la plus courte et la plus décisive, et il était admissible qu'on eût quelque chance de la terminer avant l'arrivée de Blücher. Mais si l'apparition prématurée et puissante de Blücher était une supposition nécessaire, seule l'attaque sur l'aile droite, donc de Wellington, et dans le flanc droit, présentait encore quelques chances de victoire. Plutôt qu'une arrivée du détachement d'armée de Grouchy, rendu impossible par les propres ordres de Napoléon, ce dernier aurait dû imaginer un nouveau plan d'attaque sur la droite de Wellington. Bah merci, déjà. Ouais. C'est très très complet. Hein. Comme ouais, parce qu'à chaque fois, c'est toujours, je suis toujours épaté, hein, franchement. Les interventions sont toujours détaillées à un point merci beaucoup. Assez fou. et je trouve que c'est bien parce que ça permet aussi de montrer dans le détail que l'idée, comme tu l'as dit à un moment donné, que suffit de bouger des drapeaux sur la carte, non en fait, hein, ça c'est quelque chose d'une idée qui est ultra moderne avec la généralisation des radios qui permet d'envoyer des ordres rapidement, mais même comme ça, hein, si vous regardez, chers auditeurs et auditrices, des comptes rendus de conflits, même après la Seconde Guerre mondiale, que ce soit la Corée, le Vietnam, tout ça, même avec la capacité d'envoyer des ordres rapidement, vous êtes quand même limité sur le déploiement, sur beaucoup de choses. Par exemple, il y a des vous pouvez aller voir sur, alors je pense au Vietnam et la guerre de Corée parce que des images qui me viennent en tête, mais ça c'est l'influence du cinéma, mais tout un tas de batailles dans lesquelles les troupes vont être fixées, par exemple par un feu d'artillerie, sans avoir la capacité réelle d'avancer. Les ordres leur ordonnent d'avancer, mais si vous êtes en train de vous faire caillasser la tronche à l'obus de 75, vous allez avancer de rien du tout. Ouais. Si vous le faites, vous êtes mort. Donc ça n'a aucun sens. Donc la différence entre l'image que peut-être Napoléon s'est fait dans sa tête du champ de bataille et le champ de bataille réel, il y a une différence qui est majeure. Et ça se voit, ça se ressent dans plein de batailles. Et alors évidemment, plus on remonte dans le temps, plus le système d'information est compliqué, on va dire, plus le système de transport de l'information est compliqué, et plus ça peut jouer des tours absolument dramatiques. CF, la discussion sur Pavie, la dernière fois. Bizarrement chargé tout seul dans la mêlée en plein milieu, c'est le meilleur moyen de se faire encercler par des arquebusiers et se faire flinguer la tronche. Et oui, c'est pas aussi évident. C'est ça. Mais en tout cas, du coup, Méo, merci encore une fois pour cette chronique extrêmement complète. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu,
partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.